Bonjour à toutes et à tous, ici Alex Michel et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter Grégory Motombo, qui est conférencier auteur inspirant depuis plusieurs années. Il a notamment écrit trois ouvrages, Le souffle de la grâce, La symphonie des âmes et Le feu de l'esprit. Et il a également sorti un documentaire qui a demandé plus de 6 mois de tournage, intitulé Ce que nous sommes. Tu es un ancien parachutiste et officier de la gendarmerie. Tu as sillonné durant près de 20 ans un monde qui, on peut l'imaginer, est hostile, en proie aux guerres et à la terreur. Et depuis plusieurs années maintenant, tu as trouvé ta véritable mission de vie, celle d'aider les autres et d'ouvrir leur conscience à d'autres réalités, notamment à travers tes maîtres mots, la paix intérieure, l'unicité et la puissance créatrice. Alors, comment en es-tu venu à cette transition, c'est-à-dire de passer de ton ancienne vie, de l'armée, à aujourd'hui la paix intérieure et la spiritualité? Bien, en fait, pour moi, c'est assez naturel comme transition, même si elle peut paraître brutale ou abrupte, puisque moi, j'y vois un fil rouge. Lorsque j'étais jeune adulte ou en fin d'adolescence, lorsque je me suis posé la question d'une voie ou d'un endroit ou d'une situation, d'un contexte pour justement mettre en œuvre cette conscience d'unité, de paix intérieure, au départ, j'imaginais que c'était justement avec des gens qui avaient les mêmes opinions que moi, la même façon de voir le monde. Et je me suis vite rendu compte que pour pouvoir comprendre ce monde dans ses profondeurs, dans ses difficultés, eh bien, ça supposait de le traverser dans toute sa diversité. Donc, c'est presque 20 années, effectivement, dans un monde qui exprime à sa manière ses besoins, ses contradictions, ses failles, ses peurs, ainsi de suite. Eh bien, avoir côtoyé, œuvré dans ce monde-là était pour moi un passage, je veux dire, obligé pour la suite. Je ne vois pas plus, en quelque sorte, percevoir aujourd'hui avec ce même œil là qui est le mien, la douleur humaine dans le déni de sa nature profonde, sans avoir côtoyé dans tous ces aspects divers et variés, eh bien, cette humanité. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a en quelque sorte une sorte de transition où je serais passé du noir au blanc. Pour moi, c'est un fil rouge, il y a un fil rouge, il y a une continuité. Et en fait, j'ai certes déposé le ou les uniformes, mais ma manière d'appréhender les situations conflictuelles aujourd'hui est la même que celle qui était la mienne lorsque j'étais dans des pays en guerre où la guerre se manifestait certes à l'extérieur, mais elle était avant tout présente en chacun des protagonistes. Alors, moi, je vois aujourd'hui les mêmes guerres, les mêmes conflits dans des situations de couple, dans le travail, dans la vie sociale, dans toutes sortes de situations où on va effectivement employer les mêmes termes martiaux. On parle de guerre, de conflit, d'ennemis, d'opposition, de lutte, de combat, et ainsi de suite. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller sur un champ de bataille pour percevoir cette guerre intime en chaque être humain. Donc, en fait, j'ai fait un peu ce chemin, on va dire, ce chemin extérieur, cette pratique-là physique, impliquée, engagée, pour ensuite, maintenant, eh bien, la proposer en version intérieure, introspective, dans pour moi, effectivement, une continuité plutôt qu'une transition. D'accord. Alors, tu parles souvent d'être maître de sa vie, de créer son existence, de se relier à sa puissance créatrice. Qu'est-ce que tu entends par là et comment y Alors, parvenir? Quels sont les outils, les conseils que tu pourrais donner par rapport à ces maîtres mots? quand on parle effectivement d'être maître de sa vie ou de créer en quelque sorte son existence, il n'y a pas un on-off. Pour moi, c'est simplement prendre conscience pour n'importe quel être humain
que ce qui constitue son quotidien, sa réalité, on va dire, de tous les jours, est déjà le fruit d'une nature créatrice. Donc, il n'y a pas des gens qui sont plus créateurs que d'autres. Simplement, chacun crée une réalité en fonction de ce qu'il croit, de ce à quoi il adhère, et donc de ce qu'il aspire à voir. Tout ce qu'il prend pour vrai, on va dire, dans son psychisme, eh bien, devient, en tout cas, se matérialise dans sa vie. Donc, le prendre conscience du pouvoir créateur, c'est pas « tiens, maintenant, j'ai décidé de changer mon existence et puis je veux qu'il arrive ça dans ma vie ». C'est « tiens, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ici, maintenant, je vive cela? Qu'est-ce qui fait que je vis telle ou telle situation qui, apparemment, ne semble pas correspondre à ce que je veux vraiment ?» Donc, lorsqu'on prend conscience que on vit déjà en quelque sorte le fruit de notre nature créatrice, notre pouvoir créateur, eh bien, ça nous soulage de demander aux autres de changer à la dimension de ce qu'on espère. Et puis surtout, s'il dit, tiens, si j'ai le pouvoir de générer le chaos autour de moi ou dans mes relations, dans tout ce qu'on veut, eh bien, j'ai forcément aussi ce même pouvoir d'amener de l'harmonie, de la fluidité, de la cohérence et ainsi de suite. Donc, cette histoire de maîtrise n'est pas tant dans le fait de vouloir agir dans ce monde pour changer les choses, c'est qu'est-ce que je peux modifier en moi, dans mon système de pensée, dans mes comportements installés parfois ou depuis la nuit des temps, c'est-à-dire ceux dont on a hérité, qu'est-ce que je peux modifier en moi qui a donc vocation à se matérialiser, à se concrétiser dans mon existence, dans mon quotidien. Parce qu'il y a forcément une tendance à la récupération, où on dit, tiens, c'est génial, on a un pouvoir créateur, je vais donc me créer la vie rêvée. Ma vie rêvée, c'est-à-dire je vais satisfaire mes besoins égotiques, d'être reconnu, d'être ceci, d'avoir des gens à ma disposition, ou que sais-je. Mais là, ce n'est pas du tout la même chose dans cet objectif, on va dire, auto-centré de créer des choses qui nous arrangent. C'est déjà se dire, tiens, je vais prendre ce concept, cette notion de responsabilité à bras-le-corps et le faire mien, c'est-à-dire est-ce que j'accepte, oui ou non, de concevoir ma responsabilité dans l'ensemble des situations qui ont été là générées ou co-générées dans ma vie. Alors, je ne sais pas qu'on prend celle des autres, mais au moins la mienne, c'est-à-dire je suis responsable de la façon dont je réagis à ce qui advient. Et donc, le pouvoir créateur, c'est finalement en prendre conscience, c'est passer d'un état de réaction, c'est-à-dire je fais des choses en fonction de ce qui m'apparaît, à je prends conscience que ce qui apparaît là est le fruit de ma volonté. J'ai deux choix possibles, soit le refuser, entrer en lutte contre cela, soit eh bien, voir ce que ça éclaire en moi, ce que ça m'apprend, ce que ça m'enseigne, et ainsi de suite. Et auquel cas, je peux effectivement élever de plus en plus mon regard pour ne plus séparer les choses en le monde et moi, les autres et moi, mais une espèce de 8 dans lequel eh bien, j'interagis en permanence, mais sous un mode créateur et non destructeur ou celui de la réaction. Très bien. Alors, est-ce que tu l'as un petit peu évoqué, est-ce que tu penses que les fausses croyances, les préjugés peuvent influencer énormément la vie d'autrui? Alors, bon, on se doute que oui, mais qu'est-ce que tu as pu constater auprès des personnes que tu coaches ou que tu rencontres? Qu'est-ce que tu aurais à dire sur les fausses croyances, par exemple? Bon, alors, déjà, effectivement, on va parler de soi. L'idée, la conception qu'on a de soi-même, souvent, elle découle d'un apprentissage, de ce qu'on a entendu, de la bouche des parents, de l'environnement éducatif, de plein de choses. Donc, ça crée une sorte de perception erronée de ce que l'on est. On a pu fixer des limites artificielles, un plafond de verre, des impossibilités, des incapacités. Donc, dans ces croyances erronées, il y a déjà le fait de remettre en cause, en tout cas dans le processus de distinction de ces croyances erronées, c'est-à-dire, tiens,
tout ce que j'imagine de moi, tout ce que j'imagine du monde, tout ce que je prends pour vrai, est-ce que je suis en capacité ou non de le remettre en cause? C'est un risque à prendre, puisqu'il y a plein de croyances, en tout cas de postulats auxquels on adhère, qui en vérité ne résistent pas à l'examen de la conscience ou de la lumière. Mais il faut aussi comprendre que dans ces croyances dites erronées ou limitantes, il y a des choses qui peuvent être comme un avantage. Alors ça peut paraître absurde, mais il y a aussi des gens qui adorent croire qu'ils sont incapables de faire des choses ou que les autres sont toujours contre eux parce que ça leur évite en quelque sorte de se confronter à une remise en question, à prendre leurs responsabilités et ainsi de suite. C'est beaucoup plus commode de se dire finalement, moi, personne ne m'aime ou on me bloque, on me ferme toujours les portes, que de se dire, bon, c'est à moi d'aller ouvrir la porte. Alors, c'est en ça que aller démonter par soi-même des croyances limitantes, ça suppose de vouloir en même temps éclairer tous les bénéfices secondaires, tous les avantages cachés qu'on a pu avoir à entretenir des croyances. Ça peut être aussi, par exemple, de la loyauté vis-à-vis des croyances des parents, par exemple. Les parents croient que, je sais pas quoi, la vie c'est dur, dans la vie on n'a rien sans mal, ainsi de suite. Eh bien, par loyauté vis-à-vis des parents, je vais adhérer à cette croyance-là pour ne pas rompre cette sorte d'héritage là, vibratoire entre les géniteurs et moi. Donc, ça demande effectivement un courage certain et puis de l'engagement. Et ce n'est pas simplement une sorte d'examen psychologique, se dire, tiens, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est plus puissant que ça. Ça demande plus d'intensité que l'intellect. Et puis ensuite, c'est quoi la deuxième étape? C'est quand j'ai décidé fermement de lâcher une croyance erronée, eh bien, je me dis que l'univers va venir me donner une mise en situation neuve, en tout cas un contexte qui va me permettre de me prouver en quelque sorte que la croyance que j'entretenais était erronée. Là, on parlait de cette histoire de porte fermée par tout le monde autour de soi. Bon, il suffit simplement de se dire, tiens, cette croyance-là que j'entretiens est limitante, je ne veux plus adhérer à ça. Mais pour que l'entièreté de la structure, c'est-à-dire le psychisme, l'émotionnel et le corps physique puissent entrer dans un nouveau comportement, dans une nouvelle habitude, une nouvelle routine, eh bien, il doit y avoir un processus de mise en pratique, d'intégration. Et donc, ça passe par des nouvelles actions, de nouveaux engagements qui vont effectivement modifier la croyance erronée et la remplacer par quelque chose de beaucoup plus neutre, beaucoup plus fluide et beaucoup plus en adéquation avec effectivement ce qui est vrai. Exactement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement une notion de confiance en soi dans tout ça? Parce qu'il y a, comme tu dis, les idées erronées, les préjugés erronés, mais il y a aussi peut-être, je pense, les gens qui font en sorte que ça se provoque. Ça me fait penser à un best-seller que j'ai lu il y a une trentaine d'années qui s'appelle « Comment faire vous-même votre malheur ?» où souvent, comme tu dis, les gens, ben voilà, ils voient toutes les portes fermées, mais peut-être qu'ils l'ont provoqué aussi. Est-ce que tu ne penses pas que parfois, ça peut être dû à des agissements qui ne sont pas les bons, ou alors on s'auto-persuade peut-être que les choses ne nous sourient pas alors qu'elles le sont, mais il faudrait peut-être se transformer pour faire venir les choses. C'est toute la difficulté, si je puis dire, du regard humain. C'est que très souvent, l'humain attend que le monde se modifie autour de lui pour accepter de changer de regard sur le monde. Et le monde dit la même chose. Je me modifierai ou je changerai ce que je suis lorsque toi, l'observateur, changeras de regard sur moi. Donc, on va dire qu'il la poule ou l'œuf. Mais puisqu'on a évoqué tout à l'heure que nous sommes d'une nature effectivement créatrice, donc ce que l'on se donne à voir est le fruit, le produit eh bien, d'un choix de regard. Donc, évidemment que on peut avoir en quelque sorte hérité aussi, là on parlait des parents par exemple, on peut être né en quelque sorte dans un système de croyances parentales qui a engendré des expériences, des
des phénomènes, ces fameuses portes plus ou moins fermées, et on a pu effectivement se donner là la preuve que oui, mes parents ont raison de croire ça, puisque regarde la preuve, les portes sont fermées. Et donc, il faut accepter pour démonter tout ce processus, eh bien, effectivement, de revenir à soi. Alors, puisque tu parlais de cette notion de confiance en soi, la confiance en soi, elle peut être à plein d'étages, c'est-à-dire à l'étage intellectuel parce qu'on s'estime plus que les autres et donc c'est une confiance en soi, on va dire, égotique. Ça peut être une confiance en soi, on va dire, émotionnelle ou parce que les autres autour de soi eh bien, rassurent, valident, et ainsi de suite. Ça peut être une confiance en soi, on va dire, physique parce qu'on a l'impression d'être plus fort que les autres et donc ça reste encore une fois du domaine du personnage. Ou alors, cette confiance en soi, elle peut découler de la connaissance de soi, c'est-à-dire qu'il n'est ni lié au physique, ni lié au psychisme, ni lié aux émotions. C'est quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus profond, beaucoup plus, on va dire, en dehors des faits dans le monde, et qui, là, demande effectivement cette connaissance de soi, eh bien, un processus qui abandonne, qui dépouille tout ce qui est du domaine de l'apprentissage extérieur. Et donc, pour moi, la vraie confiance en soi, c'est-à-dire je peux me fier à ce que je suis, c'est parce que je connais ce que je suis. Parce qu'il y a énormément de confiance en soi qui peut être octroyée par ce que disent les autres, par les ovations, par les applaudissements, par les tapis rouges, par des câlins, par plein de choses qui vont littéralement nous donner confiance. Mais ce qui nous donne confiance le lundi, eh bien, peut nous le reprendre le mardi. Et donc, pour moi, ce n'est pas la vraie confiance en soi. C'est la confiance en un personnage, en un contexte, en une apparence. Bref, c'est dans le temps et dans l'espace. Et la confiance en soi est pour moi une donnée qui, en tout cas, un état qui découle de la connaissance de soi, de la connaissance intime. Alors, comment justement retrouver et partager son unicité? Comment autoriser la pleine expression de soi? C'est un vaste programme. C'est déjà en partant de l'examen de la situation. Il faut se poser la vraie question, est-ce qu'aujourd'hui, dans mes relations, dans mes actions, dans mon travail, dans tout ce qui est là mon expérience directe, est-ce que j'ai le sentiment intime, la certitude, la conviction de partager mon parfum unique, ma note, la note que je viens amener dans cette symphonie humaine? Alors, il peut y avoir évidemment plein d'étapes. Ce n'est pas forcément oui ou non. Mais cette question-là, eh bien, elle amène à une autre question, c'est si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je renonce en tout ou partie à ce que je suis vraiment? Alors, bien sûr, là-dessus, il y a plein d'excuses, de bonnes excuses qui peuvent apparaître, parce que je n'ai pas le choix, parce que je dois faire plaisir à ceci, parce qu'il faut bien faire cela, parce que la société veut, parce que le système, bref, toute une longue liste d'excuses potentielles qui vont justifier le fait qu'on renonce à cette unicité. Sauf que le monde, l'univers tout entier, eh bien, a soif de l'unicité de chacun. C'est un peu comme un puzzle. Non, cette humanité est constituée de 7 milliards de pièces différentes, mais tant qu'on cherche à occuper la place réservée à d'autres, ou à faire comme font les autres, ou à faire ce que disent les autres, eh bien, on n'est pas à notre place. Mais si nous, on n'est pas à notre place, ce n'est pas forcément une place, on va dire, ce n'est pas comme un poste ou un travail, mais c'est un ensemble, c'est-à-dire vraiment une vibration. Si moi, je renonce à ma vibration, ça veut dire que je vais donc, en quelque sorte, prendre la place de quelqu'un d'autre. Et donc, ce faisant, mais je crée des tensions, je crée de la discorde. Et pour qu'on arrive à cette harmonie, c'est comme en musique, il faut que effectivement chaque note soit parfaitement positionnée, donc en accord. Et donc, pour être en accord dans ce monde, bien sûr, il faut être en accord avec soi-même. Mais pour être en accord avec soi-même, il faut évidemment se connaître. Je t'apprends rien, il y a beaucoup d'êtres humains dans ce monde qui font des choses par habitude, par routine, ou pour faire plaisir à autrui, et qui, ce faisant,
alors s'use à la tâche, parce que tout ce qui est accompli là, avec cette notion d'effort surhumain, est contre nature, donc c'est contre cette unicité profonde. Alors c'est un chemin, c'est un itinéraire, cette voie de l'unicité, parce que pour se dépouiller de tout ce qu'on a mis sur soi dans l'idée que si je faisais ça, ça ferait plaisir aux autres, et donc si je faisais plaisir aux autres, je serais plus accepté, plus accueilli, plus aimé dans ce monde, eh bien, la déconstruction de cette tendance, elle demande effectivement un effort au moins aussi important que celui qui est constitué à mettre les vêtements. Alors, j'ai beaucoup aimé les métaphores que tu as employées par rapport aux vibrations et aux notes, parce que tu sais sans doute que je suis musicien et justement spécialisé dans ces domaines, dans le son et vibrations. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié ce que tu dis et c'est très juste. Pour finir, Grégory, compte tenu de la situation actuelle que nous traversons, difficile, obscure, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Hein, c'est vrai, on ne sait pas si on en a encore pour 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Je ne souhaite pas, on croise les doigts. Quels seraient tes conseils, les clés que tu pourrais donner, personnes qui nous écoutent, pour mieux vivre cette situation? Selon toi, hein, ça n'engage, mais justement, j'aurais aimé connaître ta vision par rapport à ça. Déjà, il faut quand même rappeler une chose, c'est que chaque situation, là, il y a 7 milliards de situations différentes. Il faut, je pense, se garder de résumer la situation comme s'il y avait une situation et 7 milliards d'êtres humains en face. Il y a autant de situations qu'il y a d'êtres humains. La situation d'une femme au Burundi, d'un Russe à l'extrême est, d'un Indien d'Amérique ou d'un Français de Toulouse n'est pas la même. Donc, et c'est ça vrai tout le temps. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un contexte qui semble être plus ou moins partagé. Mais le contexte, on va dire, terrestre, il a toujours été partagé et il y a 7 milliards de situations. C'est soit on dit, tiens, cette situation, elle est contre moi, j'attends que la situation change, et ça nous ramène à cette histoire de pouvoir créateur qu'on a évoqué au départ, soit, eh bien, je prends le parti de me dire, tiens, est-ce que j'ai là, depuis mon point de vue, un quelconque pouvoir sur les événements, là, de manière globale? Chacun voit bien à sa porte. Ensuite, on peut se dire, tiens, moi, dans ma situation, pas la situation, ma situation, comment je vis les choses? Quelle est ma relation à l'expérience? Est-ce que je serre les poings? Est-ce que je trépigne d'impatience? Est-ce que je cherche à désigner autour de moi des responsables, souvent des coupables? Est-ce que ma colère est dirigée vers quelqu'un là qui apparaît comme un bouc émissaire? Ou est-ce que, une autre fois possible, j'utilise ce contexte-là pour justifier que je ne peux pas être pleinement qui je suis, donc exprimer mon unicité, ainsi de suite? Ou alors, est-ce que j'utilise ce contexte, qui sera d'ailleurs remplacé par un autre, comme chaque contexte est remplacé en permanence par d'autres contextes depuis la nuit des temps? Est-ce que j'utilise ce contexte bien, pour aller regarder ce qui, en moi, bien, attend, c'est-à-dire refuse la situation, refuse l'événement, et donc est en lutte contre ce qui se passe? Là, on est encore en début d'année, et il y a eu cette période des vœux, on se souhaite une bonne année, une heureuse année. Ça veut dire quoi finalement? Est-ce que l'heureuse année d'un humain qui est au Japon à l'heureuse année d'un humain qui est au Groenland est la même? Chacun peut souhaiter des choses différentes, mais si on espère, si je puis dire, de l'univers, de ce qui se passe sur le monde, qui nous amène en quelque sorte des éléments qui correspondraient à notre bonheur, notre satisfaction, notre épanouissement, force est de constater, et ça fait pas, c'est pas depuis 2 ans, force est de constater que les événements s'enchaînent les uns après les autres et amènent toujours leur lot de déconvenus. Donc,
il est peut-être temps de se considérer comme des artisans actifs et responsables de ce qui pourrait advenir, c'est-à-dire d'un monde qui émergerait, on va dire, de ce qui là s'accomplit. Soit on se dit, tiens, j'aimerais tellement que ça revienne comme avant, donc un retour vers le passé. Et donc un retour vers le passé, c'est un déni de notre nature créatrice. L'inconfort ou l'instabilité qui est perçue là globalement aujourd'hui, elle n'a pas pour vocation de nous faire attendre ou espérer un retour en arrière, elle a pour vocation à aller faire en sorte que chacun puise à l'intérieur, tiens, qu'est-ce que je peux amener de neuf, quel regard je peux porter sur les choses qui puissent non pas envenimer la situation ou faire en sorte de mettre encore plus de division, mais qui puisse là utiliser ce contexte, cette difficulté, cette inconnue, cette incertitude, eh bien, pour que là émerge autre chose de plus grand, de plus vaste, de plus aimant, de plus reliant, et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas, en quelque sorte, donner de technique globale ou de recette miracle. Là, encore une fois, chacun vit les choses selon son choix de regard. Soit on voit les événements qui arrivent comme des fatalités, comme des obstacles, comme des empêchements, soit eh bien, on voit ça comme une invitation à aller plus haut, à dire aller puiser donc plus profondément en soi les ressources et les potentiels. Super, Grégory. Écoute, merci beaucoup pour toutes les belles choses, ta vision très inspirante que tu communiques, que tu véhicules. Vous retrouverez les coordonnées du site de Grégory en dessous de la vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines interviews et pour nous encourager. Je vous dis à bientôt. Au revoir Grégory. Au revoir Alex.